Dans un vieux château, un homme se tenait silencieusement à proximité. En le voyant, un vampire ordonna aux autres de le tuer. Alors qu'il rejetait le roi pour s'être réduit à un simple humain, il restait immobile. Mais ses yeux cramoisis les fixaient. Il utilisa alors son sang dégoulinant et invoqua son épée. Avec des yeux déterminés, il la lève haut dans les airs. Suite à cela, il lance un sort tonitruant sur les vampires en contrebas. Après cela, il leur demanda s'ils pensaient vraiment que le nombre pouvait vaincre Vlad qui était le roi des vampires. Il les traita ensuite de stupides vampires de l'ancien monde alors que leur corps sans vie s'entassait sur le sol. Vlad ajouta également qu'ils avaient ignoré ses avertissements et que la coexistence entre les humains et les vampires était une bonne chose. Sur ce, il demanda une fois de plus s'ils étaient vraiment incapables de comprendre cela. Cependant, ses yeux se sont refroidis quand il a senti quelque chose d'anormal. Il appela alors rapidement le nom d'Adam derrière lui, mais son expression se transforma en choc. Alors qu'Adam poignardait Vlad, il demanda si c'était Vlad qui n'avait pas compris. Néanmoins, il lui fit tranquillement ses adieux. L'expression de Vlad s'assombrit donc davantage. Ignorant cela, Adam leva son épée pour mettre fin au règne du grand roi vampire. Avec un large sourire sur son visage, Adam le regarda et dit qu'il se reverrait. En entendant cela, l'expression de Vlad se transforma en horreur, mais il était déjà trop tard car l'épée d'Adam l'avait transpercé. Après la mort du roi vampire Vlad, qui recherchait la paix avec les humains, le monde est passé sous la domination des vampires et les ténèbres ont envahi le pays. Sans l'ordre de leur roi, les vampires chassaient les humains pour se nourrir et les forçaient à se cacher. Pourtant, ils ont refusé de se rendre et ont continué à se battre à travers un groupe de résistance pour reconquérir leur liberté. Dans le présent, un jeune homme nommé Hiro a failli être frappé par une épée de vampire, mais son camarade a réussi à bloquer l'attaque juste à temps. L'homme a immédiatement réprimandé Hiro pour les avoir ralentis, ce qui a incité Hiro à s'excuser rapidement. Pourtant, son camarade a crié que leurs alliés tombés étaient morts en protégeant Hiro. Hiro a alors insisté sur le fait qu'il voulait se battre aux côtés de tout le monde, mais l'homme l'a durement traité de fardeau qui ne faisait que mettre le groupe en danger. Au même moment, l'homme luttait pour se défendre contre son adversaire. En conséquence, son arme a été renversée et l'épée du vampire était dirigée directement sur lui. À ce moment, une fille à proximité a achevé les vampires environnants et s'est précipitée vers lui. D'un mouvement rapide, la fille a frappé le cou du vampire et l'a proprement décapité. Quand Hiro a vu son visage, il a été stupéfait. Mais la fille nommée Maria avait déjà terminé le combat avec un calme précis. Témoin de cela, l'homme à côté de Hiro regarda avec incrédulité. Il a ensuite essayé d'appeler Maria qui était leur capitaine. Cependant, Maria l'ignora et alla directement vers Hiro, qui l'assura rapidement qu'il allait bien et la remercia de l'avoir sauvé. Pendant ce temps, les autres se sont tus pendant un moment. Ils ont ensuite chuchoté à propos de la victoire de Maria car ils ont lutté même avec un seul vampire et ont remis en question son pouvoir. En entendant cela, l'homme a noté que Maria n'était pas de leur région et a demandé pourquoi elle avait choisi de rejoindre la résistance. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, une épée a été soudainement pointée sur lui. En regardant, il a constaté que c'était l'œuvre de Maria. Shen l'a ensuite réduit au silence avec un regard froid et lui a dit de s'abstenir de bavarder sur le champ de bataille. Elle lui a rappelé que ceux qui perdent du temps à bavarder dans des moments comme celui-ci sont souvent les premiers à mourir. L'homme s'est alors immédiatement excusé, tandis que Hiro admirait silencieusement la force et le calme de Maria. Mais soudain, Maria tourna son regard vers lui. Quand elle l'a appelé en tant que membre non officiel de la 7e division, il lui a rapidement répondu par l'affirmative. Elle lui a ensuite dit de rester en arrière et de soutenir, mais il a insisté pour se battre pour protéger tout le monde. En entendant cela, elle a été momentanément déconcertée. Elle lui a ensuite doucement tapoté la poitrine et lui a dit de ne pas oublier que le désir de protéger les autres est la plus grande source de force. Sur ce, elle lui assura qu'il pouvait devenir plus fort. Elle l'a également encouragé à faire de son mieux avec un léger sourire. Rouge, Hiro a répondu par un oui déterminé. Plus tard, ils ont continué leur voyage ensemble. En cours de route, Hiro pensa à quel point il admirait le capitaine Maria et à quel point il voulait devenir aussi fort qu'elle. De plus, il rêvait également de reprendre le monde aux vampires et de redonner de la lumière à l'humanité. Alors qu'il serrait le poing, il a silencieusement juré de faire de ce rêve une réalité. Cependant, cet espoir fut bientôt anéanti et il se figea d'horreur. Après tout, il a trouvé le sol jonché de cadavres de ses camarades. Parmi eux se trouvait le corps sans vie de Maria. Le choc et l'incrédulité l'ont envahi. En plus de sa surprise, il a aperçu un vampire tenant la tête coupée de l'un de ses camarades. Après avoir réalisé que celui devant lui était un vampire de classe spéciale, Hiro a été terrifié. Le vampire nommé Frist a ensuite réprimandé son subordonné Daniel et a dit qu'il était honteux de lutter contre des humains faibles. En réponse, Daniel s'est excusé nerveusement. Mais Frist l'ignora et tourna son attention vers le camarade restant de Hiro. Désespéré, Hiro attrapa une épée qui traînait à proximité. Cependant, Frist le remarqua et fit remarquer qu'il restait encore un survivant. Hiro se retourna alors vers lui avec peur, mais Frist agita simplement une main et s'excusa moqueusement. Ensuite, il invoqua son épée devant Hiro. Après cela,
il la balança vers Hiro et lui dit froidement de rejoindre ses amis tombés. Mais avant que la frappe ne puisse atteindre Hiro, Maria apparut soudainement. À l'aide de son épée, elle bloqua l'épée de Frist. En la voyant, Hiro cria son nom sous le choc, mais les yeux de Frist se rétrécirent alors qu'il reconnaissait son visage et fit remarquer qu'elle était l'une des chasseuses. D'un coup puissant, il repoussa son épée et dit qu'il était logique que Daniel ait du mal à se battre. Il attrapa alors les cheveux de Maria et dit qu'il était clair qu'elle avait atteint sa limite. Il s'est également moqué d'elle pour avoir essayé de protéger les autres alors qu'elle tenait à peine debout. Mais Maria sourit et dit qu'un monstre sans cœur ne pourrait jamais saisir la beauté humaine. En raison de ces mots, les yeux de Frist se rétrécirent de fureur. Sans hésitation, il la jeta violemment au sol. Déclarant qu'il avait perdu tout intérêt pour elle, il ordonna aux autres vampires de faire ce qu'ils voulaient d'elle. Les vampires ont ensuite capturé Maria et se sont préparés à l'exécuter. En voyant cela, Hiro cria désespérément son nom, mais découvrit que ses jambes refusaient de bouger. Alors qu'un vampire levait son épée, Hiro ne pouvait que regarder avec horreur et crier son nom tandis que le bras de Maria était sectionné. Les yeux de Maria s'écarquillèrent alors d'effroi. Soudain, elle laissa échapper un cri de douleur perçant qui effraya Hiro. Néanmoins, les vampires réussirent à lui couper le bras. L'un d'eux se tourna alors vers la direction de Hiro. Avec le bras sectionné de Maria, il s'approche de Hiro. De plus, il l'a exhorté à le boire. Horrifié, Hiro trembla tandis que le sang chaud coulait sur son visage. Mais le vampire se contenta de sourire et lui dit qu'il les laisserait vivre tous les deux si Hiro acceptait de devenir comme eux en buvant du sang humain. Alors que le sang continuait de couler, Hiro se dit que tout cela était dû à sa faiblesse, que s'il avait été plus fort, il aurait pu protéger les autres. Donc tout ce qu'il pouvait faire maintenant était d'accepter ce qui se passait. Pourtant, même après un certain temps, le vampire ne remarqua aucun changement en lui. Alors le vampire soupira de déception. Il murmura ensuite que Hiro manquait de conviction, ce qu'il méprisait le plus chez les humains. Alors qu'il levait son épée, il dit que leur faiblesse lui retournait l'estomac. Après cela, il frappa Hiro de toutes ses forces. Alors que la douleur le traversait, Hiro réalisa à quel point il était pathétique. Il regarda alors Maria qui avait tout risqué, mais il n'avait rien fait. Sa vision se brouilla en pensant que s'il avait été plus fort, Maria serait peut-être encore en vie. Mais même à la fin, Maria qui croyait en lui était celle qui souffrait le plus. Alors que ses pensées remplissaient son esprit qui s'évanouissait, Hiro perdit connaissance. Cependant, son cœur se mit à battre violemment. À ce moment, une silhouette émergea devant lui et c'était Vlad. Vlad demanda alors s'il souhaitait devenir plus fort et s'il voulait vraiment protéger ceux qui lui étaient précieux. Tendant la main vers Hiro, il lui dit que s'il y avait quelque chose qu'il devait protéger, il devait tendre la main vers lui. Sur ce, le pouvoir de Vlad commença à envelopper le corps de Hiro. Peu de temps après, les vampires furent surpris lorsque le sol commença à trembler violemment. Tout comme eux, Maria regarda autour d'elle avec confusion. Quand elle leva les yeux, elle vit Hiro repousser violemment le vampire qui se tenait devant lui. Il murmura alors que son corps ne semblait pas être un mauvais réceptacle. En entendant cela, les vampires environnant l'interrogèrent rapidement. Mais Hiro continua à lever la main. Suite à cela, il manifesta une épée à partir de rien. Les vampires haltèrent alors sous le choc qu'il soit toujours en vie. L'un d'eux leva son arme et cria qu'ils auraient dû s'assurer que Hiro était mort. Mais avant qu'il ne puisse frapper, Hiro déchaîna un éclair qui le frappa instantanément, lui et plusieurs autres. Les vampires restants se figèrent alors de terreur. Abaissant son épée, Hiro leur ordonna de s'incliner. Puis il déclara que le roi était revenu. Cependant, un vampire a qualifié cela d'absurde. Alors Hiro le frappa immédiatement et le réprimanda pour avoir oublié la loyauté et le respect après tout ce temps. Sur ce, il leva à nouveau son épée et se précipita vers un autre vampire. Alors que sa lame transperçait son adversaire, Hiro exigea de savoir s'ils avaient déjà oublié leur maître. Après avoir enfoncé son épée dans la tête du vampire, il sauta dans les airs et déchaîna une puissante frappe qui frappa les vampires environnants. Mais Hiro se contente de les regarder froidement. Avec un large élan, il lança une autre attaque dévastatrice qui frappa tout un groupe. En conséquence, leurs têtes ont été tranchées. Et quand Hiro finit par descendre, les vampires restants commencèrent à fuir. Parmi eux, Daniel cria aux autres de s'échapper, mais la voix de Hiro résonna dans l'air alors qu'il déclarait que la trahison devait être punie. Néanmoins, Daniel se tourna pour courir tout en se demandant comment Vlad pouvait encore être en vie alors qu'il avait péri il y a longtemps. Soudain, son nom fut appelé. Alors que Hiro s'approchait de lui, il demanda si Daniel allait bien depuis tout ce temps. Choqué, Daniel se retourna et exigea de savoir comment il était là, mais ses yeux s'écarquillèrent quand il vit l'expression de Hiro. Avec une expression assombrie, Hiro murmura que Daniel se souvenait encore de lui. Sans hésitation, il enfonça son épée dans le front de Daniel. Pendant ce temps, il lui dit de livrer un message aux autres dans l'au-delà que leur Vlad était revenu. Reprenant son épée, il s'avança pour piétiner le corps de Daniel. Cependant, il s'immobilisa soudainement après cela. Voyant cela, Maria appela le nom de Hiro. Lentement, il se tourna vers elle et commença à se rapprocher. Il la regarda alors avec ses yeux fatigués et l'appela doucement capitaine. Cependant, il s'effondra soudainement. Le voyant au sol,
Maria cria son nom sous le choc. Mais même si elle l'appelait à plusieurs reprises, Hiro resta insensible. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'esprit de Hiro, il ouvrit lentement les yeux et se demanda s'il était mort. Cependant, ce qui l'accueillit, c'était Vlad qui l'appelait par son nom. En le voyant, il fut surpris de voir un vampire. Vlad le confirma et déclara qu'il était le roi des vampires. Sur ce, il souhaita la bienvenue à Hiro dans l'au-delà. En entendant cela, Hiro demanda rapidement pourquoi le souverain des vampires était dans l'au-delà et combien de temps ce cauchemar allait durer. Vlad répondit qu'ils étaient à l'intérieur de la conscience mourante de Hiro. De plus, il révéla qu'il était déjà mort lui aussi. Il dit alors que les vampires même qu'il appelait autrefois frères l'avaient tué il y a 500 ans. En entendant cela, Hera réalisa que c'était à ce moment-là que les vampires avaient pris le contrôle du monde de la surface et Vlad le confirma. Il dit aussi que les vampires avaient rejeté la paix avec les humains, alors ils l'avaient tué. Et son âme dérivant pendant des siècles fut consumée par la vengeance. Cela continua jusqu'à ce qu'un humain qui avait bu du sang humain apparaisse. Vlad expliqua également que lorsqu'Hiro but le sang de Maria, leurs âmes entrèrent en résonance. De ce fait, il fut autorisé à revivre à l'intérieur de Hiro. Ceci mis à part, Vlad lui a dit qu'il s'était occupé des premiers vampires pour le moment. Mais ensuite, il a montré un écran à Hiro et l'a averti que le pouvoir ne durerait pas si les choses restaient ainsi. En entendant cela, Hiro a été stupéfait. Vlad a ensuite dit qu'Hiro avait un corps mais pas de pouvoir, alors que lui avait le pouvoir et une âme, mais pas de corps pour se venger. Sur ce, il tendit la main à Hiro et lui demanda s'ils devaient unir leurs forces. Il lui a également assuré qu'il pouvait le ressusciter. En réponse, Hiro a demandé s'il était vraiment censé s'allier à un vampire qu'il détestait, mais Vlad a dit que la haine meurt avec les morts. Il demande ensuite à Hiro s'il choisit de mourir sans rien faire ou de vivre et de gagner en puissance. En entendant cela, Hiro pensa soudainement à sa famille. Il s'est aussi souvenu que Maria avait perdu un bras et qu'il pourrait peut-être les protéger s'il devenait fort. En pensant à cela, il serra le poing. Vlad l'encouragea alors à s'avancer. Alors Hiro a finalement tendu la main et a accepté de punir leurs ennemis, même si cela signifiait devenir un diable. Peu de temps après, Hiro se réveilla. Cependant, il fut surpris de voir Maria devant lui. Quand il l'appela par son nom, Maria le regarda. Le voyant enfin éveillé, elle fit remarquer qu'il avait été inconscient, alors il s'excusa rapidement. Mais à sa surprise, Maria s'excusa également auprès de lui. Sur ce, son regard se tourna vers le côté. Là, il vit la ville presque réduite en cendres par le feu. Choqué par le spectacle, il se leva rapidement. Maria lui dit alors que leur précédente bataille avec les vampires n'avait été qu'un leurre pour brûler la ville. Lorsque les vampires ont découvert leur cachette, ils ont profité de leur absence et ont attaqué. En conséquence, seuls elle et Hiro sont restés à la fois sur le champ de bataille et dans la ville. Pourtant, Hiro se précipita vers la zone en feu tandis que Maria ne pouvait qu'appeler son nom, mais son expression se transforma rapidement en horreur. Après tout, il a trouvé les corps sans vie de ses parents sur le sol. Submergé par le chagrin, il tomba à genoux et se demanda pourquoi cela était arrivé. À ce moment, son cri retentit dans les environs, mais le son attira un vampire vers lui et fut surpris de découvrir que des humains avaient survécu. Il essaya ensuite d'attaquer Hiro, mais Maria l'intercepta. Pendant qu'elle y était, elle exhorta Hiro à s'échapper. Cependant, une horde de vampires apparut et les encercla. Hiro regarda alors le dos de Maria et l'appela par son nom en détresse. Soudain, le vampire poussa Maria en avant. Alors qu'elle était encore surprise, elle fut frappée au visage. Alors la frustration la remplit alors qu'elle réalisait à quel point elle était désavantagée après avoir perdu un bras. Voyant son état, Hiro l'appela avec inquiétude. À cet instant, il réalisa qu'il devait aussi se battre. Se souvenant de Vlad et de la force qu'il avait acquise, il serra fermement son épée. Il essaya alors de charger sur le vampire. Cependant, le vampire le repoussa facilement. Alors qu'il titubait en arrière, il ne pouvait s'empêcher d'avoir mal. Voyant cela, Maria l'appela avec inquiétude, tandis que le vampire le traita simplement de créature dégoûtante. Décidant que Hera était sur son chemin, le vampire décida de le tuer en premier, mais son coup fut soudainement tranché. Pour cette raison, sa tête a disparu en un instant. En témoignant de cela, Maria et Hiro ont été stupéfaits. Quelques instants plus tard, Maria a reconnu les personnages à proximité et a crié qu'ils étaient membres de l'unité anti-vampire, qui est connue sous le nom de Guilde des chasseurs. L'un des chasseurs remarqua l'état de la ville et réalisa qu'ils étaient arrivés trop tard, mais il assura à Maria et Hiro de leur laisser le reste. Hiro fut alors étonné d'apprendre que les chasseurs de vampires existaient réellement. Alors que la résistance se battait avec des tactiques de guérilla en tant que pions, une force d'élite distincte appelée chasseurs de vampires affrontait les vampires de front. Maintenant, dans le présent, les chasseurs ont fait face à la horde de vampires qui avançait. Incrédule, le capitaine adjoint de la 7e escouade, Toto, remarqua que la situation était tout à fait désagréable. Le chasseur de classe B, Sato, a également répondu que ce n'était rien de nouveau. Alors qu'une autre chasseuse de classe B nommée Yuki ajouta que les vampires ne valaient pas la peine d'être gardés en vie. Sur ce, les chasseurs se préparèrent au combat. Immédiatement, un groupe de vampires chargea droit sur Toto. En réponse,
Toto dégaina son épée remplie d'électricité. Une fois son arme prête, il lança une puissante frappe vers les vampires qui approchaient. Cependant, il réalisa rapidement que quelques-uns avaient réussi à échapper à son attaque, alors il les poursuivit. Au même moment, Sato manœuvra habilement sur le champ de bataille et élimina rapidement plusieurs vampires. Par la suite, il rappela à Toto d'effectuer correctement ses attaques, ce à quoi Toto insista qu'il le faisait. Mais leur conversation fut interrompue lorsque Yuki réprimanda les vampires pour avoir mis du sang sur son uniforme. Alors qu'elle les frappait, elle grommela que son nouvel uniforme était déjà taché de sang. Traitant les vampires de moins que rien, elle balança son fléau avec précision. Par la suite, la bataille fit rage alors que les chasseurs de vampires se battaient férocement tandis que Hiro et Maria regardaient. Finalement, les vampires se sont retirés et se sont méfiés de la force combinée des chasseurs de classe B et A. Voyant cela, Hiro ne put s'empêcher de remarquer que les chasseurs étaient vraiment impressionnants. Alors que la bataille se calmait, Yuki regarda Hiro et Maria pour leur demander si tout allait bien. Mais elle fut choquée lorsqu'elle remarqua le bras manquant de Maria. Elle déclara alors avec urgence qu'il fallait le soigner. Cependant, sa surprise s'accentua lorsqu'elle reconnut l'identité de Maria. En entendant son exclamation, Toto et Sato se tournèrent également pour regarder et furent étonnés de réaliser que Maria était là. Confus, Hiro demanda ce qu'il voulait dire par là. Toto expliqua alors que Maria avait autrefois été une chasseuse exceptionnelle, ce qui laissa Hiro stupéfait. Pendant que Yuki soignait le bras de Maria, Toto continua en disant que Maria était censée avoir disparu et être morte il y a longtemps. Mais Maria répondit que c'était il y a longtemps et admit qu'elle ne pouvait plus rien protéger. En entendant cela, Hiro ressentit une profonde inquiétude pour elle. Mais soudain, leur conversation fut interrompue lorsque Sato fut renversé au sol. Les autres regardèrent avec confusion alors que Sato admettait qu'il avait baissé sa garde. Cependant, il fut soudainement piétiné sur la poitrine. À ce moment, Frist apparut et parla de la façon dont les asticots étaient devenus trop envahissants pour être ignorés. Immédiatement, Toto a préparé son épée tandis que Yuki s'est tendu. Voyant le grand nombre de vampires, elle a murmuré que c'était injuste. Et leur capitaine étant absent, elle a demandé quoi faire. Sato a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de se battre. Sur ce, les chasseurs ont de nouveau fait face à l'ennemi de front. En les regardant, Hiro était rempli de peur. Il pensait qu'il aurait dû devenir fort lui aussi maintenant. Se souvenant des mots de Vlad, il a essayé d'atteindre son épée et croyait pouvoir se battre, mais son corps refusait de bouger. Voyant cela, Maria l'a averti qu'il était imprudent de se battre ainsi, mais il avait du mal à l'accepter. Le désespoir l'a alors envahi alors qu'il se demandait ce qu'il devait faire. Soudain, Vlad lui rappelle son désir de puissance. Cependant, Vlad lui a dit qu'il devait d'abord remplir une condition. Hiro a immédiatement demandé ce que c'était. Réalisant qu'il avait oublié de le mentionner plus tôt, Vlad a décidé d'expliquer. Alors qu'il murmurait la condition dans l'esprit d'Hiro, l'expression d'Hiro s'est transformée en surprise. Car Vlad lui avait dit qu'il devait boire le sang de Maria une fois de plus. Pendant ce temps, Toto continuait de se battre avec Frist. À un moment donné, Friest s'est moqué de lui en lui demandant si c'était tout ce qu'il pouvait faire, ce qui a fait transpirer Toto alors qu'il avait du mal à suivre. Soudain, Friest a déclenché une forte frappe, alors Toto a reculé en chancelant tout en serrant fermement son épée. Voyant cela, Yuki a dit à Sato que Toto était repoussé. Mais Sato a dit qu'il s'était battu trop longtemps et que le zèle de Toto était épuisé. Il a également ajouté qu'il y avait trop de vampires, il devait donc percer les plus faibles en premier. Cependant, Yuki a été soudainement frappée au visage. Alors qu'elle continuait à se battre, elle a remis en question son ordre de percer. Après tout, elle parvenait à peine à rester en vie. Pendant ce temps, Hiro se dispute avec Vlad dans ses pensées et jure de ne plus jamais boire de sang humain. Voyant la résistance de Hiro, Vlad lui a dit qu'il n'avait pas besoin de tuer mais juste de l'utiliser brièvement pour retrouver sa puissance. Pourtant, Hiro a insisté sur le fait que les humains ne boivent pas de sang, donc Vlad ne peut que dire que cela ne pouvait pas être évité alors. Il a ensuite déclaré qu'il s'occuperait lui-même des négociations, ce qui a déconcerté Hiro. Avant qu'Hiro ne puisse l'arrêter, son corps a commencé à bouger tout seul et cela a surpris Maria. Alors que Maria essayait de le réconforter, Hiro s'est soudainement jeté sur elle. Avec Vlad contrôlant maintenant son corps, il l'a exhorté à le laisser boire son sang. En entendant cela, Maria était stupéfaite, mais Hiro était encore plus choqué. Ignorant cela, Vlad utilise son corps pour expliquer qu'il a besoin de son sang pour retrouver sa force comme avant, mais Maria est restée sans voix par ces mots. Quoi qu'il en soit, Vlad a continué à lui dire de rester immobile. Voyant cela, Hiro a désespérément essayé de l'arrêter. Juste au moment où Vlad tendait la main vers Maria, la volonté de Hiro a surgi. Il a essayé de retirer son corps et a finalement saisi la main de Vlad. Avec cela, il a réussi à ramener Vlad vers lui. Surpris par cela, Vlad a fait remarquer la volonté remarquable de Hiro. Mais Hiro lui a serré la main fermement et a déclaré qu'il voulait devenir plus fort pour protéger les humains. Il ne prêterait donc jamais son corps pour quoi que ce soit qui leur nuirait. En entendant cela, Vlad le fixa silencieusement, tandis qu'Hiro le tenait fermement. Il a ensuite admis qu'il ne comprenait pas pleinement, mais la volonté humaine le fascinait.
Levant la main, il pensa que cela pourrait faire un spectacle intéressant et a défié Hiro de l'impressionner. Enfin, Hiro a repris le contrôle total de son corps et a appelé Maria. Il s'excuse pour son comportement brusque, mais Maria a continué à le regarder avec perplexité. De façon inattendue, elle a accepté de lui donner son sang. En entendant cela, il lui a demandé pourquoi. Elle a ensuite expliqué que si cela lui rendait sa force d'antan, il pourrait bien sauver tout le monde de la crise. Sans hésitation, elle a déballé le bandage, mais Hiro l'a arrêté car la plaie venait de se refermer. Cependant, elle avait déjà rouvert la plaie, et la vue de son sang a fait trembler Hiro de peur. Pourtant, Maria procède à attraper le sang qui coule dans sa main. Après cela, elle procède à le presser dans la bouche d'Hiro et l'exhorte à se battre. Bien qu'hésitant au début, Hiro a finalement ouvert la bouche et a bu son sang. Bientôt, sa vision s'est brouillée. Suite à cela, une immense poussée de puissance a éclaté de lui. À cause de cela, Frist qui se battait s'est tourné vers la direction d'Hiro. Sentant l'énergie écrasante, l'attention de Sato a également été attirée dessus, et il a rapidement alerté Toto. Bientôt, Frist et Toto se sont figés par le changement soudain dans l'air. Alors que la tension s'épaississait, tout le monde s'est tourné vers Hiro. En levant les yeux, ils ont vu Hiro charger en avant avec son épée. En même temps, il a regardé les vampires sur son chemin et les a rapidement tous abattus. Malgré cela, son expression est restée calme. Témoignant des actions d'Hiro, les autres ont commencé à se demander ce qui se passait. Parmi eux, Toto s'est demandé ce qu'Hiro venait de montrer. Pendant ce temps, Hiro se sentait si léger qu'il enregistrait à peine la coupure, et sa force irréelle prouvait que c'était la puissance de Vlad. Cependant, ses pensées ont été interrompues lorsque quelqu'un s'est approché de lui. Levant les yeux, il a vu Frist le regarder avec prudence. Sans hésitation, il a demandé pourquoi Hiro avait cette épée. Mais Hiro l'a juste regardé et a froidement déclaré qu'il allait le tuer. Cependant, juste le son de la voix de Hiro a fait geler le corps de Friest de peur. Pourtant, il a réussi à bloquer l'attaque de Hiro. Pendant qu'il y était, il s'est rapidement senti dépassé par l'impact pur. Réalisant le danger, il a ordonné à ses hommes d'attaquer tous en même temps. Mais en les voyant se faire abattre, Frist a réalisé que la retraite était leur seule option. Mais avant qu'il ne puisse agir, les vampires qui le protégeaient sont morts. Hiro a ensuite appelé son nom et lui a dit de dégainer son épée, afin qu'il puisse le tuer ici. En entendant cela, Frist a exigé de savoir comment Hiro connaissait son nom. De plus, il se demandait pourquoi un humain comme lui sentait comme Vlad. Alors qu'il se jetait sur Hiro, il a déclaré que Vlad aurait déjà dû être mort. Mais Hiro a répondu à son attaque avec un regard froid et calme. À cause de cela, les nerfs de Frist tremblent. Sans s'en rendre compte, son visage a été soudainement tranché. Il a donc été forcé de reculer et de jurer de douleur. Avant qu'il ne puisse se rétablir, Hiro est apparu devant lui. Utilisant son épée, il l'a enfoncée vers la poitrine de Frist. À ce moment, Frist a réalisé qu'une confrontation directe était trop dangereuse, alors il a rapidement sauté dans les airs. D'en haut, il a ri moqueusement de Hiro. Il a même affirmé que Hiro était impuissant puisqu'il ne pouvait pas voler même s'il pouvait se battre. Sur ce, il a retiré l'épée de sa poitrine et a dit que le pouvoir était trop fort pour un humain. Alors qu'il s'apprêtait à se retirer, une lame a soudainement percé sa bouche. Alors qu'il luttait pour parler, Hiro le regarda froidement. Après cela, Hiro a demandé qui avait dit qu'il n'avait qu'une seule arme. Quelques instants plus tard, il a utilisé un sort explosif pour l'achever. Le sang de Frist a alors éclaboussé le visage de Hiro. Suite à cela, son corps en feu est tombé au sol. Hiro s'est alors détourné et a froidement regardé les flammes consumer le cadavre. Alors qu'il invoquait à nouveau son épée, il se rappelait comment Vlad avait fait tomber le puissant vampire avec une seule frappe écrasante. Il a donc serré l'épée fermement et a pensé que c'était le pouvoir du roi vampire, et qu'avec cela, il pourrait protéger tout le monde. Soudain, quelqu'un l'a appelé, alors il s'est retourné et a demandé si tout le monde allait bien, mais les autres ont reculé prudemment. Sato a alors immédiatement questionné la source de son pouvoir, mais Haruo les a regardés avec confusion. Voyant cela, Toto et Yuki ont préparé leurs armes, et Maria l'a observé nerveusement. Finalement, Sato a repris la parole et a dit qu'il semblait presque que Haruo était un vampire. Immédiatement, Hiro a essayé d'expliquer, mais on lui a ordonné de rester en arrière. Ils l'ont ensuite accusé d'être un espion possible pour les vampires et se sont rapidement préparés à attaquer. En entendant cela, Hiro savait que c'était mauvais car s'il découvrait qu'il utilisait le pouvoir de Vlad, il le tuerait de toute façon. Soudain, Sato a souligné que Hiro pourrait être celui qui a tué les membres de la résistance. Hiro a alors essayé d'expliquer, mais Sato a demandé à Toto la permission d'attaquer. Cependant, Toto lui a dit de ne pas se précipiter car Hiro était innocent jusqu'à preuve du contraire. Malgré cela, il a levé son épée vers Hiro. Il a ensuite déclaré qu'il ne pouvait pas ignorer son pouvoir. Yuki a également levé son poignard sur Maria, et ils ont décidé de l'emmener avec eux. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un château, un groupe de vampires discutait de la mort du comteur Friest. L'un d'eux l'a écarté car la mort d'une personne de ce rang n'avait aucun sens. Mais un autre homme l'a averti de faire preuve de respect car Frist était plus utile que lui. Avant qu'il ne puisse finir,
sa tête a été soudainement tranchée. Le coupable nommé Dice s'est alors excusé moqueusement et a dit que sa main avait glissé. Il a également expliqué qu'il l'avait fait parce que l'homme avait fait une remarque stupide. Mais l'hôte a dit à Dice de contrôler sa colère car un tel comportement était indigne. Soudain, le vampire décapité a demandé si Dice avait peur de simples humains. Mais il a également compris qu'avec des vampires comme Dice et le pouvoir, il n'était pas étonnant que les humains les tuent. Pourtant, il trouvait absurde que de faibles humains osent se dresser contre eux. Il a donc déclaré qu'ils devraient être écrasés par le désespoir. De retour avec le groupe de Toto, ils ont continué leur chemin. Toto a alors ordonné que Hiro et Maria soient libérés de leurs contraintes. Il s'est ensuite excusé, mais a expliqué que l'endroit était important et dangereux si des étrangers le découvraient. Après cela, Toto a dit que leur groupe était composé de chasseurs de vampires avec des pouvoirs spéciaux entraînés par une organisation dédiée. Il a également expliqué que les combattants de la résistance recevaient leurs ordres de cette même organisation. Enfin, il a présenté l'endroit à Hiro, qui était la guilde des chasseurs. En le voyant, Hiro a été choqué. Cependant, un homme est soudainement apparu et a félicité Toto pour son travail. En regardant, ils ont vu que c'était le capitaine Jin, qui s'est excusé d'avoir manqué le combat et a posé des questions sur les victimes. Toto a commencé à expliquer ce qui s'était passé avec Hiro. Cependant, l'attention de Jin s'est déplacée lorsqu'il a remarqué Maria, et son expression s'est transformée en surprise. Pendant ce temps, Toto a expliqué que Hiro était un survivant de la résistance, mais il semblait suspect, alors il l'a gardé sous surveillance. Après avoir compris cela, Jin s'est présenté comme le capitaine de la 7e escouade de la guilde des chasseurs de vampires. Il a également présenté son vice-capitaine, Toto, qui était un chasseur de classe A. De plus, il a dit que ceux qui avaient amené Hiro étaient de son escouade et que les chasseurs étaient divisés en équipes dirigées par des classes S. Après avoir dit cela, Jin s'est approché de Hiro. Il s'est ensuite excusé de ne pas avoir pu sauver son escouade, mais Hiro lui a dit que ce n'était pas de sa faute. Cependant, Sato l'a soudainement frappé dans le dos. Il a dit que le passé n'avait pas d'importance, et qu'il était temps de mesurer Hiro et Maria. Après cela, Maria a été la première à se tenir sur la plateforme. Peu de temps après, elle a été enveloppée de lumière. En voyant cela, Yuki n'a pas pu s'empêcher de dire que c'était attendu de Maria. Après tout, il pouvait clairement voir une quantité incroyable de zèle émanant d'elle. Après que l'appareil ait affiché un A, Toto a été impressionné que Maria soit toujours classée en classe A malgré la perte d'un bras. Mais ils savaient tous que Maria s'était toujours démarquée en tant que chasseuse, donc le niveau de zèle de classe A n'était pas une surprise. Cependant, ils se demandaient comment les choses avaient pu si mal tourner même avec Maria là-bas. En entendant cela, Maria a essayé d'expliquer, mais a été interrompue par quelqu'un. Hiro a alors demandé ce que signifiait zèle et classe A, car la résistance n'avait jamais entendu parler de tels termes. En réponse, Jin a dit que les chasseurs avec des aptitudes acquièrent des pouvoirs et qu'une classe au-dessus pourrait débloquer des capacités encore plus grandes. Il a en outre expliqué que le zèle est l'énergie des pouvoirs, et ceux qui en ont plus peuvent se battre plus longtemps et plus durement. Sur ce, Yuki a ajouté, Tota a été repoussé parce qu'il avait épuisé la plupart de son zèle. Jin a ensuite continué en disant que le zèle montrait la force et que la classe S était pour les capitaines, ce qui rendait Maria redoutable en tant que classe A. Pourtant, Hiro se sentait partagé car il n'avait jamais vu Maria utiliser des capacités spéciales, mais Sato l'a sorti de ses pensées et a dit que c'était son tour. Sur ce, Hiro a été forcé de monter sur la plateforme. Bientôt, le cercle magique sous lui a commencé à briller. À ce moment, Sato l'a traité de vampire et a dit qu'il voulait voir quel pouvoir Hiro cachait. De plus, il a hâte de tomber le masque. Peu de temps après, Hiro fut enveloppé d'une immense lumière. En voyant ça, les autres furent déconcertés. Pendant ce temps, Hiro baissait les yeux sur ses propres mains, confus. Soudain, il ressentit une douleur vive comme si quelque chose le retenait. En voyant ça, les autres se tournèrent vers Jin pour obtenir une explication. Toto se demanda même à voix haute si Hiro ne possédait pas une quantité incroyable de pouvoir. Cependant, le cercle magique cessa soudainement de briller. Confus par cela, les autres se demandèrent pourquoi rien n'apparaissait. Tout comme eux, Hiro demanda ce que cela signifiait. Toto expliqua alors que les tests de rang pouvaient échouer si la puissance de quelqu'un était trop faible, ce qui ne fit que rendre Hiro encore plus confus. Pourtant, Seidou dit que les pouvoirs avaient l'air vampiriques plus tôt et murmura qu'il devrait tuer Hiro s'il était un espion. Mais Toto lui dit rapidement d'arrêter de dire des choses comme ça. Pendant ce temps, Hiro serra les poings et se demanda pourquoi son pouvoir semblait faible malgré le fait qu'il ait acquis la force de Vlad. Remarquant son expression, Jin lui dit de se réjouir puisque survivre était la preuve de sa force. Il encouragea également Hiro à ne pas abandonner car certains éveillent leur pouvoir plus tard. En entendant ça, Hiro hocha la tête doucement. Plus tard dans sa chambre, Hiro ne cessait de repasser les mots de Jin l'encourageant à vivre. En y repensant, Hiro savait qu'il devait arrêter de ruminer et se souvint de ceux qu'il n'avait pas réussi à protéger comme sa famille et ses camarades. Ainsi, il avait besoin de vivre pour eux et de continuer à protéger l'humanité. Avec cette détermination, l'image de Vlad apparut dans son esprit.
Il pensait que peu importait ce qui lui arrivait tant qu'il pouvait protéger les autres. Soudain, ses pensées furent interrompues par un grand bruit. Un appel urgent du haut-parleur ordonna à toutes les équipes de prendre position immédiatement. De plus, il ajouta qu'il y avait une attaque ennemie à l'extérieur. Ensuite, le groupe de Toto commença à affronter les vampires de front. Cependant, Sato commença à soupçonner que les vampires attaquaient maintenant parce qu'il savait que la base était en sous-effectif. Alors qu'il abattait les ennemis, il cria qu'il devait y avoir un traître parmi eux. Mais Toto resta calme et dit à Sato et Yuki de retenir l'ennemi où ils étaient. Il leur rappela que la 7e équipe était dans le district bleu, alors ils se dirigeraient vers le district de H non gardé pour aider. Alors que Toto courait, il s'inquiétait pour les civils du district rouge et se demandait où Jin était allé. Pendant ce temps, de retour dans la pièce, Hiro essaya la fenêtre, mais elle ne bougea pas. Frustré, il cria qu'il pouvait se battre et demanda à être libéré. Soudain, une voix familière derrière lui dit qu'il ne libérerait pas quelqu'un dont l'allégeance était incertaine. Hiro se retourna alors et vit Vlad se tenir là. Immédiatement, Vlad lui demanda s'il voulait de l'aide. Cependant, Hiro dit qu'il ne boirait plus le sang de Maria, mais Vlad l'avertit de ne pas le sous-estimer. Confus, Hiro regarda son propre bras commencer à bouger tout seul vers la porte. Avec une explosion de puissance, il réussit à la forcer à s'ouvrir. Alors que Hiro fixait sa main, Vlad dit que même les vampires faibles avaient ce pouvoir, donc le sang n'est rien. En entendant ça, Hiro serra fermement le poing et comprit enfin ce qu'il voulait dire. Ainsi, il déclara qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il ne puisse pas se battre sans boire de sang. Plus tard dans le district de H, Hiro rejoignit la bataille contre les vampires. Après cela, il vérifia rapidement les chasseurs à proximité, alors la jeune fille le remercia. En entendant ça, Hiro fut soulagé que la blessure de l'homme soit superficielle, mais quand on lui dit qu'il saignait aussi, il l'ignora. Cependant, une autre vague de vampires se rapprocha malgré tous ceux qu'ils avaient tués. Au même moment, Hiro sentit sa force s'estomper en raison de la perte de sang, même avec le pouvoir de Vlad. Soudain, le ciel au-dessus s'assombrit et le tonnerre gronda à travers les nuages. Un éclair frappa alors le sol derrière Hiro. Immédiatement, il se tourna vers l'éclair. Mais de la lumière émergea une silhouette familière, et il découvrit que c'était Jin. Alors que Jin saluait Hiro et disait qu'il avait des questions, des vampires se jetèrent soudainement sur lui. Cependant, une décharge d'éclairs les frappa en plein air. À cause de cela, les vampires furent paralysés par le choc. En voyant ça, Hiro fut stupéfait car aucune des attaques ne toucha Jin, qui les dévia avec facilité. Jin se tourna alors vers Hiro et lui demanda s'il avait vu Toto et les autres. Mais alors qu'il rappelait à Hiro qu'il était censé être enfermé, d'autres vampires chargèrent sur Jin. Alors Jin soupira d'irritation. Il dégaina alors son épée et murmura que les créatures étaient trop bruyantes. Alors qu'il invoquait son pouvoir, il leur dit de ne pas interférer. Bientôt, un éclair massif frappa le sol et toucha les vampires environnants. Hiro leva alors rapidement le bras pour se protéger. Mais alors qu'il regardait avec admiration, il pensa à la façon dont les chasseurs de classe S exerçaient un pouvoir surnaturel. Ces capacités connues sous le nom de dons étaient des pouvoirs du soleil récupérés par la foi et étaient censés accorder une force bénie par le ciel. Étant de classe S, Jin reçut le don de la foudre. Lorsque la foudre disparut, Hiro fut étonné que Jin ait esquivé l'attaque et ait abattu plusieurs vampires en un instant. Avec cela, il réalisa que c'était vraiment le pouvoir d'un chasseur de classe S, et l'affichage envoya des frissons dans son corps. Mais soudain, Jin l'appela et lui demanda où était son équipe, ce qui le laissa confus. Alors Jin expliqua qu'il semblait s'être perdu. Peu de temps après, Toto arriva en criant le nom de Jin. Immédiatement, il rapporta que l'équipe de Sato tenait les districts bleus et H, mais aucun chasseur n'était en rouge et Jin savait que c'était grave. Cependant, avec les vampires attaquant toujours, il pensa qu'il ne pouvait pas encore partir. À ce moment-là, Hiro demanda s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Cependant, Jin remarqua la blessure sur le corps de Hiro et elle guérit soudainement d'elle-même, il fut donc évidemment surpris. Néanmoins, il fouilla dans sa poche et appela le nom de Hiro. Il décida alors de lui confier le district rouge, ce qui choqua à la fois Hiro et Toto. Pourtant, Jin lui tendit une bille comme un charme. Il dit aussi qu'il l'avait trouvé après avoir combattu des vampires et pensa que Hiro pourrait en avoir besoin. L'observant, Vlad fut intrigué, alors il exhorta Hiro à l'accepter. Cependant, Toto argumenta que envoyer Hiro seul était imprudent et pas mieux qu'une condamnation à mort. Mais Jin a ignoré l'avertissement et a simplement demandé à Hiro s'il pouvait gérer ça. En réponse, Hiro a fermement déclaré qu'il irait. Alors qu'il s'enfuyait, Toto a essayé de l'arrêter, mais a échoué. Pendant ce temps, dans le quartier rouge, l'un des vampires a détruit la barrière de la zone. Les autres ont ensuite applaudi et félicité Damien pour avoir franchi la défense avec facilité. Sur ce, Damien a dit que le quartier ne contenait que des civils sans défense, et les vampires sont devenus avides d'une chasse facile. Alors que les autres célébraient, Damien pensait à quel point les humains étaient ignorants et inférieurs. Il a ensuite regardé l'arche de l'or Laurence, un vaisseau contenant une âme de vampire qui accordait un immense pouvoir. En la remplissant de sang humain, il recevrait une récompense de Laurence. Cependant,
quelqu'un est soudainement apparu devant lui. Damien s'est alors retourné, confus. Là, il a vu une femme se tenir calmement et a exigé de connaître son identité. Pendant ce temps, les autres vampires ont appris que l'armée de Damien avait frappé la base des chasseurs par surprise. Ils ont alors demandé si c'était un autre coup de tête des hommes de Laurence, mais il s'est contenté de rire avec amusement. Cela a incité le roi vampire à demander ce que Laurence tramait. En réponse, Laurence lui a calmement dit de ne pas s'inquiéter et a affirmé que tout faisait partie de son plan. De retour sur le champ de bataille, Maria tranche férocement à travers les vampires. En conséquence, les vampires à proximité se demandaient comment elle pouvait avoir une force aussi écrasante. De plus, ils étaient confus car la zone était censée n'abriter que des civils. Pendant ce temps, Maria s'émerveillait du bras prosthétique de l'installation des chasseurs qui lui semblait naturel. Alors, d'un mouvement rapide, elle a tranché à travers un autre vampire. Les vampires restants ont alors rapidement compris qu'ils avaient affaire à un chasseur de classe A. Quoi qu'il en soit, Damien affronte Maria. Maria a donc été forcée de reculer à cause de l'impact. Pourtant, Damien la gronda pour s'être mêlé car on lui avait dit que personne n'était stationné ici. En entendant cela, Maria a rapidement compris qu'il était à un niveau complètement différent. Après tout, la plupart des raids n'avaient que des barons ou des comtes au mieux, mais celui-ci est un marquis. Soudain, Damien ordonna son exécution et insista sur le fait que les chasseurs n'étaient que des humains malgré leur force. En un instant, ses subordonnés se sont précipités sur Maria. En regardant cela, Maria a scanné la zone qui n'a ni civil ni chasseur en vue. Sachant que personne ne regardait, elle se mordit le doigt. Peu de temps après, ses yeux ont commencé à briller et à changer de couleur. Voyant cela, les vampires se sont figés sur place. Leur corps était incapable de bouger, alors ils ont rapidement demandé si Maria était une vampire à cause de son apparence. Cependant, Maria les a rapidement coupés avec une précision mortelle. Alors qu'elle bougeait, elle a déclaré froidement qu'ils ne devraient pas oser la comparer à leur espèce. Après les avoir tués, elle tire du sang d'elle-même. Après l'avoir transformée en cristaux solidifiés, elle a fermement déclaré qu'elle était une vampire. D'un coup d'épée, elle les a lancés vers les vampires restants et a crié balles de sang. Dès que les balles ont atteint leur cible, les vampires se sont dissous en cendres. Maria a ensuite dit à Damien que le sang de chasseur éveillé était toxique comme de l'argent pour les vampires. De plus, il y a du poison dans son sang, donc s'ils sont réduits en cendres, leurs âmes disparaîtraient. Pendant que cela se passait, Damien réalisa qu'il ne pouvait pas bouger et reconnut rapidement que le pouvoir qui le retenait était l'œil de Méduse. Sur ce, il a demandé comment elle utilisait des pouvoirs que seuls les vampires d'élite possédaient et a noté que son apparence et sa technique correspondaient aux leurs. Cependant, elle est restée silencieuse. Damien a alors remarqué une ouverture, alors il a rapidement levé son épée pour la frapper. Mais Maria a bougé sa main vers lui et lui a dit de ne pas la mettre dans le même sac qu'eux. Voyant cela, les yeux de Damien s'écarquillèrent devant sa vitesse, mais sa main avait déjà atterri sur son visage. Immédiatement, la douleur le consuma alors que sa chair brûlait, et il hurla d'agonie. Mais Maria s'est contentée de regarder sans émotion. Bientôt, son corps s'affaiblit et il fut forcé de se mettre à genoux. Maria a balancé son épée et lui a tranché la tête. Alors qu'elle roulait sur le sol, Damien était encore incrédule de ce qui s'était passé. Mais Maria l'ignora et commença à s'éloigner. Cependant, son corps a refusé de mourir ici. Alors son sang a coulé sur l'arche, et au moment où il l'a touché, sa main a commencé à se transformer. De plus, sa tête a été rattachée. En sentant l'aura sombre, Maria se retourna, mais une grande flamme jaillit et la força à reculer. La confusion l'a alors envahie alors qu'elle luttait pour comprendre ce qui se passait. Pendant ce temps, Damien a senti la poussée de puissance et a déclaré que c'était le cadeau de l'arche. Il pouvait même sentir l'énergie de Laurence circuler dans ses nerfs. Voyant cela, Maria était stupéfaite de savoir qu'elle l'avait déjà décapitée. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Damien s'est jeté sans prévenir. Bien qu'elle ait bloqué sa griffe, la force a fissuré sa lame. Réalisant le danger, elle se mordit à nouveau. Shen a ensuite formé des balles de sang et a tiré vers lui. Les balles ont frappé Damien, mais ses blessures ont guéri instantanément. Voyant cela, Maria réalisa qu'il s'était rétabli sans se transformer en cendre. Ignorant cela, Damien l'a appelé leur création ratée et a juré de prendre sa tête lui-même. Il a ensuite chargé sur elle en visant directement sa tête. À ce moment-là, Héro est apparu et a appelé Maria. Surprise, elle s'est tournée vers lui, craignant qu'il ne la voie sous sa forme actuelle. Profitant de sa distraction, Damien la ridiculisa pour être trop confiante. Néanmoins, il a enfoncé sa griffe directement dans sa poitrine. Choqué par cela, Hiro a crié son nom en détresse. Voyant Hiro attraper Maria, Damien a été surpris de voir un autre chasseur apparaître. Il a ensuite admis que Maria avait du talent, mais un faible était venu l'aider cette fois à la place. En entendant cela, Hiro serra les dents de frustration. Cependant, son regard s'est tourné vers les cadavres que Maria avait affrontés seule. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Damien a frappé à nouveau avec une force brutale. Alors qu'il mettait Maria en sécurité, Damien ricana que les humains échouaient toujours au combat. Mais puisqu'il était déjà là, il choisit de faire de Héro la nourriture de l'Arche 2.
À ce moment-là, Vlad lui dit que ces vampires avaient utilisé son pouvoir. Confus, Héro demanda si Vlad parlait de l'arche. Vlad dit alors que l'arche contenait des fragments de son pouvoir. Et après sa mort, les vampires ont essayé de la récupérer mais ont échoué, alors ces fragments sont devenus des arcs. Serrant son épée, Héro demanda si cela signifiait que récupérer les arcs amplifierait le pouvoir de Vlad. Vlad confirma et déclara qu'il devait les récupérer immédiatement. Pour ce faire, il prêterait à Héro toute la force qu'il possédait actuellement. Pendant ce temps, Damian riait moqueusement et traitait Héro d'humain insolent. Il décida alors de l'effacer complètement avec une attaque de flamme. Mais Héro regarda l'attaque calmement. Quand elle l'atteignit, il l'esquiva rapidement avec son épée. Voyant cela, Damien demanda s'il était humain, mais Héro se figea lorsqu'il apparut devant lui. Cependant, Damien tendit la main et dit que la résistance était inutile contre l'arc. Il attrapa alors l'épée de Héro et la lame commença à se désintégrer en cendres. Voyant cela, Héro ne pouvait pas comprendre pourquoi le pouvoir de son arc n'était pas suffisant pour l'arrêter. Vlad dit alors que le pouvoir avait un usage approprié et qu'il emprunterait le sang de Héro pour le montrer. Sans hésitation, Héro se coupa la paume et laissa son sang tomber sur l'arc. La voix de Vlad brûla alors de fureur lorsqu'il jura de punir Damian pour avoir volé son pouvoir. À ce moment-là, le sol sous la base des chasseurs trembla violemment. Les chasseurs à proximité regardèrent autour d'eux avec inquiétude et se demandèrent ce qui se passait. Soudain, ils virent la salle du système de classement s'activer toute seule, bien que personne ne soit censé être à l'intérieur. Alors qu'ils regardent, ils se demandent à quoi réagit le cercle magique. Soudain, une vague d'énergie immense éclata, et le système afficha le double rang S. En voyant cela, ils furent stupéfaits puisque les chasseurs de classe capitaine n'avaient jamais atteint que le rang S. Ainsi, ils supposèrent qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement, mais sinon, ils ne pouvaient que se demander qui détenait un tel pouvoir. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Damian commença à douter de Héro car il était certain qu'aucun humain ordinaire ne pouvait contrôler un arc. Furieux, il déchaîna une autre vague de flammes vers Héro. Cependant, Héro ne bougea pas et resta simplement à attendre. Lorsque le feu l'atteignit, il étendit sa main et absorba calmement les flammes, laissant Damian stupéfait. Héro dit alors que les flammes cherchaient leur véritable maître puisque le sang de Vlad avait donné naissance à l'arc. Refusant d'accepter cela, Damien insista sur le fait que les flammes étaient les siennes et essaya de les récupérer. Mais Héro sourit seulement et rassembla le feu dans sa paume. Après cela, il le renvoya sur Damian. Avec un léger sourire, il dit qu'il ne faisait que le renvoyer comme demandé. Damian cria alors que les flammes le déchiraient, mais toujours convaincu que les blessures allaient bientôt guérir. Soudain, une brume rouge s'enroula autour de Héro alors qu'il demandait si Damian n'avait toujours pas compris ce qui se passait. Au moment où Damian vit la brume, son expression se transforma en horreur alors qu'il reconnaissait ce que c'était. Héro dit alors qu'il avait retrouvé l'un de ses pouvoirs originaux et qu'il le montrerait à Damian pour qu'il s'en souvienne. Terrifié, Damien le supplia de s'arrêter après avoir réalisé à qui appartenait vraiment ce pouvoir. Cependant, d'innombrables épées se matérialisèrent dans l'air et pointèrent directement sur lui. Tremblant, Damian cria que c'était la malédiction de sang de Vlad, mais Héro lui sourit simplement. En désespoir de cause, il demanda qui était vraiment Héro. En réponse, Héro agita son doigt et déclara qu'il était le roi des vampires. Immédiatement, les lames suspendues percèrent le corps de Damian à cause de son sort de maestro de sang. Après cela, il demanda si Damian se souvenait de lui maintenant, mais Damian ne put pas répondre à cause du choc. Peu de temps après, il s'effondra lourdement sur le sol. Malgré tout, il s'émerveilla de la puissance et s'accrocha à l'espoir que l'arche guérirait ses blessures. Il tendit alors désespérément la main vers elle, mais lorsqu'il la toucha, des flammes jaillirent soudainement de lui. Alors que son corps brûlait, Damian ne pouvait que crier d'agonie. Héro dit alors que l'arche était un vaisseau pour qu'aucun vampire ne puisse survivre au pouvoir du roi. Ainsi, un corps indigne d'un tel pouvoir serait entièrement consumé par l'arche. Progressivement, le corps de Damian se désintégra en cendres. Ensuite, Héro se dirigea vers elle. Alors qu'il ramasse l'arc, il pense qu'il pourrait récupérer une autre partie de son pouvoir grâce à elle. Mais avant qu'il ne puisse tendre la main, d'innombrables chauves-souris l'assaillirent soudainement. En un instant, une main apparut et saisit l'arc tout en baissant les yeux sur l'échec de Damian. Suite à cela, Héro vit Laurence se lamenter qu'il ait voulu pousser les limites de l'arc encore plus loin. En le voyant, l'expression de Héro s'assombrit et appela le nom de Laurence. En entendant cela, Laurence demanda moqueusement si un simple humain l'avait déjà vu quelque part. Cependant, Héro ne répondit pas et resta seulement sous le choc. Alors Laurence utilisa ses chauves-souris pour disparaître tout en disant qu'il tuerait Héro la prochaine fois puisqu'il est occupé maintenant. En entendant cela, Héro essaya d'appeler et de l'arrêter. Mais ensuite, il entendit quelqu'un gémir derrière lui. Quand il se retourna, il trouva Maria déjà allongée dans une mare de son propre sang. Plus tard à l'installation, le médecin dit que Maria saignait abondamment, mais son auto-guérison rendit une transfusion inutile. En entendant cela, Héro se sentit soulagé, mais le médecin avertit que Maria avait perdu trop d'énergie vitale. Voyant la confusion de Héro, le médecin dit que l'énergie vitale alimentait la durée de vie de Maria,
et qu'elle était épuisée bien au-delà de ses blessures visibles. Quand Hiro réalisa que cela impliquait sa durée de vie, il trembla, mais quelqu'un lui parla soudainement. Jin lui demanda alors de rapporter ce qui s'était passé et Hiro accepta. Jin nota que Maria avait probablement affronté un vampire de niveau Marcus, mais malgré tout, sa lutte le surprit. Hiro acquiesça, mais expliqua que le vampire qu'il avait rencontré avait été transformé. En entendant cela, Jin lui demanda de clarifier. Hiro révéla alors le marbre qu'il lui avait donné et expliqua que le vampire avait fusionné avec un arc parasite. Après avoir entendu cela, Jin confirma que le marbre était un artefact de vampire, mais l'homme à côté de lui se demanda pourquoi il faisait confiance à Hiro avec cela. Jin se contenta de rire, mais l'homme avertit que ce n'était pas une blague car quelque chose de grave aurait pu arriver. Mettant cela de côté, l'homme se souvint que Maria gardait le quartier rouge seul et laissait toujours des cadavres, même en tant que chasseuse dans son équipe. En entendant cela, Hiro se souvint que son camarade avait dit que Maria avait été une chasseuse, mais il se demanda pourquoi elle avait rejoint la résistance. Alors qu'il la regardait, il pensa à la façon dont il voulait protéger l'humanité et Maria, mais ses raisons lui semblaient différentes. Parce qu'elle avait l'impression de ne pas protéger les gens, mais de chasser les vampires. Il a donc commencé à se demander si sa forme précédente avait quelque chose à voir avec cela. Cependant, ses pensées furent interrompues lorsque quelqu'un lui attrapa l'épaule. En levant les yeux, il vit l'homme avec un bandeau sur l'œil qui lui demanda s'il pouvait parler. En réponse, il accepta. Après un moment, l'homme lui servit une boisson et lui demanda s'il pouvait boire du thé, alors il répondit que ça devrait aller. Sur ce, l'homme se présenta alors comme Hojo, le capitaine de la 6e escouade. Il a également dit à Hiro de ne pas avoir peur et s'est excusé s'il l'avait effrayé car il voulait seulement parler. Hojo dit alors que Maria avait autrefois été dans son équipe, où sa force et sa joie de vivre remontaient le moral de tout le monde. Il a donc admis qu'il ne savait pas pourquoi elle avait démissionné, mais si Maria protégeait Hiro, il ne pouvait pas le traiter à la légère. En entendant cela, Hiro se sentit coupable et dit que Maria l'avait de nouveau sauvé, mais Hojo précisa que ce n'était pas son but. Alors que Hojo le calmait avec du thé, Sato se cachait secrètement à proximité pour les observer. Il pensa alors silencieusement que c'était pourquoi les vampires pouvaient manipuler Hojo si facilement. Néanmoins, il se méfiait de Hiro car Maria était apparue avant les attaques, et Hojo semblait oublier leur expérience passée avec les espions. Avec cette pensée, il décida que Hiro devait être éliminé. Pendant ce temps, Hojo discutait joyeusement avec Hiro et était ravi de partager des informations sur les fruits de mer célèbres de leur ville natale. Hiro dit alors que sa famille préparait une soupe de fruits de mer à la tomate, ce qui incita Hojo à la suggérer à leur chef. En entendant cela, Hiro s'attendait à ce que Hojo soit intimidant, mais il le trouva brillant et plein de chaleur. Soudain, Hojo dit que son prénom était aussi Hiro, ce qui le prit au dépourvu. Hojo expliqua alors que c'était en partie pour cela qu'il s'était intéressé à lui. Il a également admis qu'il était peut-être trop impliqué émotionnellement et craignait que Seta ne le gronde, mais Haro était heureux. Hojo lui dit alors que son nom, Hojo, lui avait été donné par Jin en même temps que le titre de capitaine. Il a également raconté que des espions vampires avaient brûlé son village, tuant sa famille et ses amis avant qu'il ne devienne chasseur. Il ne voulait donc pas paraître arrogant en disant qu'il comprenait sa douleur, mais il espérait être là pour lui, et cela incita Hiro à écouter attentivement. Sur ce, il exhorta Hiro à devenir plus fort pour protéger l'humanité et empêcher davantage de souffrance. En réponse, Hiro répondit fermement qu'il le ferait. Plus tard, alors qu'il était allongé sur son lit, il se souvint de Hojo s'excusant pour la cellule et promettant une chambre convenable le lendemain. En y repensant, il sentit qu'il devait s'excuser pour la gentillesse de Hojo et espérer reparler avec lui. Cependant, Vlad demanda s'il était sage de se détendre alors qu'ils avaient encore besoin d'arcs pour restaurer leur pouvoir, ce à quoi Hiro répondit qu'il le savait. Cela étant dit, il interrogea Vlad sur Laurence, et Vlad répondit qu'il était un extrémiste. Il expliqua que Laurence voulait anéantir les humains et força les alliés à utiliser l'arc, ce qui choqua Hiro. Vlad tendit alors la main et dit à Hiro de ne pas s'attendre à ce que les vampires se sentent comme des humains, car même s'ils se ressemblaient, c'étaient des êtres complètement différents. En réponse, Hiro acquiesça et demanda à Vlad si son seul objectif était de récupérer l'arche et de se venger. Vlad dit alors que si l'arc restaurait ses pouvoirs, il n'aurait plus besoin du sang de Maria, ce qui est également la priorité de Hiro afin qu'il puisse devenir plus fort sans blesser Maria. Vlad dit alors que ne pas voler de sang signifiait la protéger et ajouta que le boire à chaque fois était une corvée. Et que puisqu'ils avaient conclu un contrat, ce serait problématique pour lui si Maria mourait. En entendant parler du contrat, Hiro demanda immédiatement ce qu'il voulait dire. Mais Vlad se contenta de plisser les yeux et dit qu'ils en discuteraient plus tard. Avant que Hiro ne puisse répondre, un couteau vola sur lui et il l'évita de justesse. Alors qu'il tombait au sol, l'agresseur le traita de vampire. Sur ce, Vlad sembla mécontent d'être interrompu, mais il rappela également à Hiro de ne pas mourir. À ce moment, Hiro réalisa finalement que la personne devant lui était Sato. Immédiatement, Hiro cria qu'il n'était pas un vampire, mais Sato l'ignora et attaqua. Bien que sa frappe ait manqué sa cible, il frappa le mur et fit tomber une épée au sol.
Et malgré les supplications de Hiro pour qu'il s'arrête, Sato chargea en avant. En conséquence, il atterrit une dure gifle sur le visage de Hiro, et cela envoya Hiro s'écraser au sol. Sato l'attrapa alors et dit qu'il ne savait pas ce qu'il comprenait mal, mais qu'il se fichait de qui était Hiro et qu'il le voyait simplement comme quelque chose de nuisible à une race. Par conséquent, il donna un coup de pied à Hiro dans l'estomac. En le regardant se débattre, il lui dit de mourir rapidement s'il n'avait plus la force de résister. À ce moment, Vlad exhorta Hiro à utiliser son pouvoir avant qu'il ne soit torturé à mort. Cependant, Hiro refusa de blesser Sedo parce qu'il était humain et non un vampire. En entendant cela, Vlad demanda s'il était vraiment en position d'être aussi tranquille. Il nota ensuite que Sato manquait des pouvoirs de Jin mais qu'il avait de solides compétences au combat et une forte détermination. Pourtant, Hiro dit qu'utiliser son pouvoir pourrait tuer Sato. Alors Vlad demanda s'il préférait mourir. Sur ce, il lui rappela qu'il est faible. Alors que Hiro esquivait finalement, Vlad dit que les impuissants ne sont jamais entendus et qu'il n'avait appris cela que dans la mort. Au même moment, Hiro vit qu'il saignait même si la lame de Sato ne l'avait pas touché. Il supplia alors Sato de s'arrêter et insista sur le fait qu'il n'y avait aucun sens à ce que les chasseurs se battent entre eux. Mais Sato força plutôt sa tête dans le sol. De ce fait, sa conscience commença à s'estomper. Froidement, Sato lui dit que beaucoup de ses camarades avaient dit cela avant de mourir. Alors il leva sa dague et dit à Hiro de leur dire bonjour dans l'au-delà. En entendant cela, Vlad claqua sa langue de frustration. Réalisant qu'il ne pouvait pas risquer de perdre le corps de Hiro, il choisit finalement de prendre le contrôle. Sato fut alors choqué lorsque les expressions de Hiro changèrent soudainement. Mais quand Hiro tendit la main vers l'épée tombée, Sato réussit à l'arrêter. Il pointa alors sa dague vers l'œil de Hiro et exigea de savoir qui il était vraiment. Avant que Hiro ne puisse répondre, Hojo arriva en demandant ce qui se passait. En voyant Sato, il l'interrogea immédiatement. Laissant cela de côté, il ordonna aux autres d'appeler l'équipe médicale et de s'occuper de Hiro. Sato essaya alors rapidement de s'excuser après l'arrivée de Hojo, mais Hojo tenta de l'arrêter. L'ignorant, Sato sortit. Il confirma alors silencieusement sa suspicion qu'il y avait en effet quelque chose à l'intérieur de Hiro. Mais pendant le combat, la frappe de Hiro manquait d'intention de tuer et cela le laissa confus. En y repensant, il se souvint que Hiro le suppliait d'arrêter car le conflit humain n'avait aucun sens. Mais cela fit gonfler ses veines de colère car Hiro disait la même chose que les autres. Mais en marchant, il chancela soudainement. Il se rappela alors comment Hiro avait presque contre-attaqué et il pensa qu'il l'avait arrêté. Pourtant, il était toujours blessé, ce qui alimenta sa volonté de le tuer. Pendant ce temps, à l'intérieur, Hojo s'excusait sincèrement auprès d'Hiro. Il a admis que c'était dû à son propre manque de surveillance, ce qui a stupéfié Hiro. Malgré tout, Hojo a dit qu'il avait parlé à Sedo, mais Hiro a demandé pourquoi puisque Sedo était dans l'escouade de Jin. Hojo a alors révélé que Sedo était en fait son beau-frère, fiancé à sa sœur Aki. Mais comme c'était une longue histoire, il invita Hiro à manger pendant qu'il expliquait. En voyant le repas, l'attention de Hiro s'est immédiatement portée sur la nourriture. En mangeant, il réalisa que ça faisait des années qu'il n'avait pas goûté à de la viande, après n'avoir mangé que des légumes dans la résistance. Hojo parla ensuite de sa sœur Aki, qui avait été dévorée par des vampires et était morte. En entendant cela, Hiro perdit soudainement l'appétit. Malgré tout, Hojo expliqua qu'un vampire se faisant passer pour un chasseur les avait infiltrés, et qu'il était trop tard quand Sato est arrivé. C'est pourquoi Sato cible maintenant toute personne suspecte, en particulier ceux qu'il pense être des espions. De plus, tuer des vampires était devenu pour lui une forme d'expiation. Hiro s'excusa alors d'avoir ravivé des souvenirs douloureux, mais Hojo dit que leurs circonstances étaient ce qui méritait vraiment des excuses. Néanmoins, Sedo avait déjà tué de vrais informateurs, et Hira réalisa qu'il avait été attaqué de la même manière. Laissant cela de côté, Hojo partagea qu'Aki était gentille, forte et aimée de tous. De manière inattendue, quelqu'un derrière ajouta qu'Aki était gentille, joyeuse et une chasseuse vraiment forte. L'homme ajouta alors qu'Aki apportait souvent ce que Hojo oubliait, mais Hojo demanda de garder le secret. La fille se présenta ensuite comme Q, une chasseuse de classe A de l'escouade de Hojo, suivie de Mifu, une chasseuse de classe B. En réponse, Hiro se présenta à son tour et tous deux le saluèrent chaleureusement. Peu après, Q demanda s'il avait été avec Maria, mais la question stupéfia Hiro. Malgré tout, Q insista en demandant si Maria existait vraiment, ce qui le confus plus encore. Ignorant cela, Ko et Mifu demandèrent si Maria était forte et quel âge elle avait, alors il dit qu'elle était juste à l'installation des chasseurs. À sa surprise, ils dirent que l'histoire de Maria s'était déroulée il y a 10 ans et qu'elle était une légende avant qu'ils ne rejoignent. Alors qu'Hiro était confus, Maria bougea enfin, et ses yeux s'ouvrirent lentement. D'un autre côté, Hiro fut stupéfait d'apprendre que Maria était une chasseuse depuis plus de 10 ans, mais Vlad murmura qu'il avait toujours soupçonné que Maria n'était pas une simple humaine. Pendant ce temps, Q suggéra à Hiro de demander à Maria lui-même. À ce moment-là, ils remarquèrent enfin l'arrivée de Maria. En la voyant, Hojo salua Maria et fut heureux qu'elle aille bien après son effondrement, ce à quoi elle lui rendit son salut. En entendant son nom,
Les personnes à proximité se demandèrent si elle était vraiment Maria la folle, mais son jeune visage rendait les rumeurs douteuses. Ignorant cela, Hiro demanda si Maria devrait bouger après sa blessure, mais elle dit que ce n'était pas un problème. Voyant son inquiétude, elle l'assura que ses blessures n'étaient pas graves selon les médecins. En entendant cela, Q et Mifu confirmèrent joyeusement que Maria était surhumaine. Malgré tout, Hiro trouvait cela étrange puisque sa poitrine avait été percée et que les blessures étaient graves. Mais soudain, Maria l'appela. Elle lui dit alors qu'elle voulait avoir une discussion sérieuse avec lui plus tard, ce qui le confus. Mais elle se contenta de sourire et lui rappela qu'il y avait des choses dont ils devaient discuter, en particulier à propos d'eux, ce qui le laissa sans voix. Laissant cela de côté, Maria dit à Hojo qu'elle avait vu les capitaines se diriger vers la salle de conférence, alors il se leva rapidement. Se souvenant de la réunion, il les quitta rapidement. En arrivant à la salle de conférence de l'organisation des chasseurs, Hojo s'excusa d'être en retard à cause d'une longue discussion. En regardant autour de lui, il vit le capitaine de la 5e escadron, le capitaine de la 4e escouade Shino, le capitaine de la 3e escouade Saki, le capitaine de la 2e escouade Yuga et le capitaine de la 1re escouade Minato. Parmi eux se trouvait le capitaine par intérim Toto, qui demanda pourquoi Hojo déjeunait tranquillement. Cependant, Hojo était confus de voir Toto à une réunion de capitaines, mais Toto le salua simplement avec désinvolture. Soudain, quelqu'un appela le nom de Toto. C'était le commandant de l'escouade Zero Otori qui demanda où était Jin puisque la réunion exigeait que tous les capitaines soient présents. Cependant, Toto dit qu'il aimerait le savoir aussi puisque Jin avait disparu après lui avoir demandé de diriger la réunion. Passant à autre chose, Otori les informa qu'il s'agissait d'une directive du quartier général. Il annonça qu'avec le retour des équipes d'expédition, l'attaque surprise contre les vampires se déroulerait comme prévu. Ainsi, il frapperait le château de la branche du duc, confirmé par les éclaireurs puisqu'il est relié à la base principale des vampires. Sur ce, il ordonna une préparation immédiate au combat où Jin rejoindrait l'équipe avancée avec l'escouade de Hojo, et tous deux acquiescèrent. Otori ajouta alors qu'ils avaient déjà envoyé des chasseurs de classe à aider membres de la résistance en avant pour leur salutation. À ce moment-là, Jin était déjà arrivé sur les lieux. Là, il observa les vampires se battre contre les chasseurs et la résistance, mais il se demanda silencieusement combien d'humains mouraient dans cette soi-disant salutation. De retour à l'installation, une forte alarme résonna dans les environs. En entendant cela, Hiro demanda si c'était la sirène et Maria le confirma. Peu après, les capitaines d'escouade apparurent et ce signal indiqua que la bataille avait commencé. Immédiatement, Hojo ordonna à ses équipes et à celles de Jin de former le groupe d'assaut avancé et de partir. En entendant cela, Mifu et Ko bougèrent, se sentant déçus puisqu'ils commençaient à peine à arriver à la partie intéressante. Pendant ce temps, Yuga dit aux escouades 2 à 5 de rester en attente et de déployer un ordre une fois que cela sera demandé. En même temps, Toto dit à Maria et Hiro qu'ils se battraient en tant que membres temporaires de l'escouade de Jin, alors il leur ordonna de venir avec eux. Maria accepta immédiatement, mais Hiro sembla nerveux. Remarquant cela, Q lui dit de ne pas s'inquiéter et l'assura qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'ils se battent directement. Et alors qu'il partait, elle lui rappela de ne pas mourir. Plus tard, au bastion des vampires, Hiro se retrouva à combattre l'un des ennemis. Avec des mouvements rapides et précis, il réussit à le vaincre. Alors qu'il pensait que les vampires étaient bien plus forts que les chasseurs de classe A et les membres de la résistance, il fut choqué de constater qu'il y avait trop de victimes parmi les forces humaines. Tout en combattant, il se demanda combien de temps il pourrait tenir sans utiliser l'arc ou son pouvoir sanguin. Soudain, du sang gicla à proximité. Quand il regarda, il vit que Maria avait été touchée. Alarmé, il demanda rapidement si elle allait bien, mais elle se contenta de répondre en demandant pourquoi elle n'irait pas bien. En entendant cela, Ira réalisa qu'elle ne semblait pas s'en soucier, même lorsqu'elle était blessée. En la regardant se battre imprudemment, il ne pouvait s'empêcher de penser que son style était sacrificiel. Pendant ce temps, Toto pensa que Jin avait secrètement rejoint l'équipe avancée et commença à se demander où il était parti. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, Laurence se prélassait nonchalamment sur le canapé. Il pouvait entendre l'agitation à l'extérieur, mais il faisait confiance aux gardes du château pour s'en occuper. Cependant, ses yeux se rétrécirent soudainement en sentant quelque chose d'inhabituel. Sur ce, il se tourna vers la fenêtre voisine. Là, il aperçut un chasseur debout tout seul. Au même moment, Jin remarqua quelqu'un sortir du château. En regardant, il trouva Laurence s'approchant. Immédiatement, Laurence demanda comment Jin était entré dans le château. Il a même demandé s'il était venu seul le défier, mais il a finalement regardé en bas et a vu le chaos. Il a ensuite concentré de l'énergie dans sa main et a dit que Jin semblait satisfait de voir ses camarades mourir sans aider. Sachant cela, il a exigé de savoir de quel côté Jin était vraiment. Jin a alors calmement déclaré qu'il n'avait pas l'intention de se battre et qu'il ne faisait qu'observer. Cependant, Laurence a dit qu'il n'avait aucune patience pour de tels mots. Il a donc immédiatement attaqué, mais Jin a facilement dévié la frappe. Voyant cela, Laurence a été surpris car il a réalisé que Jin était l'un des types de classe S. Ignorant sa remarque, Jin a tiré son épée.
Il a ensuite répété qu'il n'avait pas l'intention de se battre. Après cela, la foudre a frappé sa position. En entendant cela, Toto et les autres ont rapidement levé les yeux. Immédiatement, Toto a reconnu la foudre comme étant celle de Jin et s'est demandé pourquoi il ne s'était pas présenté sur le champ de bataille. Mais à ce moment-là, Jin avait déjà disparu de son emplacement. Voyant cela, Laurence a supposé que Jin s'était échappé. Pourtant, en voyant les conséquences de la foudre, il s'est émerveillé de la force de Jin et s'est demandé pourquoi il ne faisait qu'observer. Au même moment, Toto continuait de se battre, les vampires se sentant frustrés que Jin ne se soit toujours pas montré pour aider. Soudain, quelqu'un lui a conseillé de rester concentré, mais le vampire était déjà sur lui. Juste au moment où le vampire était sur le point de frapper, quelqu'un est apparu et a enveloppé son épée d'eau. Après cela, il a noyé la créature dans une sphère de liquide tout en disant à Toto d'arrêter de faire peur aux hommes d'âge moyen comme lui. En regardant, il a réalisé que c'était Hojo et a exprimé sa gratitude pour le sauvetage. De plus, il a rapidement demandé son aide. Hojo a alors répondu que se battre ainsi ne ferait que gaspiller leurs ailes, ils avaient donc besoin de percer jusqu'au château. Et une fois qu'une ouverture apparaîtrait, son équipe et l'équipe de Jin perceraient ensemble. Comprenant cela, Toto a tiré son épée pour montrer aux ennemis pourquoi leurs équipes travaillent ensemble. Sur ce, Hojo a rassemblé de l'eau autour de sa lame et leur a demandé de terminer cela rapidement. Bientôt, leurs pouvoirs combinés ont fusionné et l'eau de Hojo a fusionné avec la foudre de Toto. Sans hésitation, Toto a lancé l'attaque en criant le nom Aquabreak. Immédiatement, la frappe combinée a électrocuté les vampires environnants. Témoin de cela, Q a été impressionné tandis que Mifu a admiré la précision et la puissance de la technique de l'eau de Hojo. Q a ensuite dit que l'eau et la foudre fonctionnaient parfaitement ensemble, tandis que Mifu a plaisanté en disant que son pouvoir n'était qu'un simple choc statique. En entendant cela, Toto ne pouvait que rire du commentaire. Cependant, on a dit à Mifu de se taire car l'équipe de Jin était épuisée, mais Q a dit que Toto n'était qu'une classe, alors Hojo l'a également réprimandé. Laissant cela de côté, Mifu a remarqué les vampires qui les suivaient et s'est senti agacé. Toto a alors dit qu'il garderait l'entrée pendant que Hojo et Maria entraient, ce à quoi Hojo a accepté. Après leur départ, Sato a demandé s'il était prudent de les laisser partir, tandis que Yuki a ajouté que Maria était toujours censée se remettre. En réponse, Toto a dit qu'on lui avait dit de les surveiller mais pas de les protéger. En entendant cela, Sato et Yuki étaient confus et ont vu que Toto était comme Jin qui était difficile à lire. Pendant ce temps, le groupe de Hojo a continué d'avancer. Quand ils sont arrivés à une bifurcation dans le chemin, Q a rapidement demandé à Hojo ce qu'il devait faire. Maria a alors suggéré d'aller à droite avec Hiro, et Hojo a accepté, alors il a choisi le chemin du milieu pour lui-même. Sur ce, Q et Mifu ont été affectés à prendre la gauche. Alors que Maria et Hiro suivaient leur chemin, les motifs de Maria sont devenus de plus en plus clairs. Elle a finalement admis qu'elle ne pouvait pas se pardonner d'avoir du sang de vampire. Ses blessures ont guéri instantanément et des siècles de vie lui ont donné l'impression d'être un monstre auquel personne ne pouvait faire confiance. D'une voix ferme, elle a déclaré qu'elle détestait les vampires plus que quiconque. En entendant cela, Hiro ne pouvait que l'appeler par son nom avec inquiétude. Pourtant, il lui a rappelé que la guérison rapide n'effaçait pas la douleur. Maria a été prise au dépourvu par ces mots, mais elle s'est rapidement ressaisie. Hiro a alors dit que la guérison rapide n'arrêtait pas la douleur et a averti qu'elle pourrait mourir si elle continuait à se battre imprudemment, mais elle a simplement répondu que c'était bien pour elle. Immédiatement après, elle a abattu un vampire qui se cachait derrière lui. Maintenant transformée, elle a remarqué que c'était peut-être à son tour de partager un secret. Mais en voyant plus de vampires approcher, elle a décidé de le reporter jusqu'à ce qu'ils aient dégagé le chemin. Pendant ce temps, Hojo a continué d'avancer, mais il s'est arrêté lorsqu'il a remarqué une porte devant lui et a réalisé que ce chemin était le plus rapide. Il a donc franchi la porte tout en espérant silencieusement que les autres étaient en sécurité. Cependant, il a été arrêté lorsqu'une voix s'est fait entendre disant qu'il était en retard. Devant lui se tenait Laurence, qui a exprimé sa joie d'avoir enfin quelque chose d'amusant à gérer. Mais l'expression de Hojo s'est transformée en choc lorsqu'il a reconnu Laurence comme l'homme d'avant. En entendant cela, Laurence le regarda directement. Il y a des années, Hojo a dit à Aki, inquiet, qu'elle était trop gentille avec tout le monde, mais Aki a seulement répondu qu'il était bien placé pour parler. Néanmoins, il l'a grondé pour avoir aidé un membre de la résistance errant alors qu'il pensait qu'elle avait déjà quitté l'équipe. Elle a ensuite expliqué que ce n'était qu'une échymose, mais il l'a de nouveau averti d'agir seule. Pourtant, elle a rétorqué que Hojo aurait fait la même chose. Elle a ajouté que Hojo aidait toujours sans hésitation, et elle voulait juste être comme lui. En entendant cela, Hojo ne pouvait que soupirer impuissant. Soudain, quelqu'un lui a arraché sa fraise et l'a taquinée comme une petite Miss parfaite. Quand elle s'est retournée, elle a été surprise de voir Sato manger son dessert. Sato a ensuite dit qu'il savait qu'elle la gardait bêtement pour Hojo, mais elle a insisté sur le fait qu'elle voulait juste la fraise. Elle a ensuite dénoncé Sato à Hojo, mais il a dit qu'il serait gentil avec son futur beau-frère. De façon inattendue, quelqu'un est arrivé à la recherche d'Aki. Elle a ensuite découvert que c'était Ron,
et Ron lui a rappelé qu'elle avait promis de regarder son entraînement cet après-midi. Immédiatement, Hojo a réalisé que Ron était celui que Tsubaki avait aidé, et Aki a loué ses instincts de combat après qu'il l'ait remercié. Mais Hojo est resté silencieux tandis que Sedo a murmuré qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Ron. Il a ensuite ajouté qu'il dégageait une odeur étrange, et Hojo a doucement acquiescé. Ainsi, Hojo a dit qu'ils aideraient à l'entraînement, et Aki a répondu joyeusement qu'ils étaient tous les deux gentils. Plus tard, en combattant des vampires, Q a appelé Hojo. Elle a ensuite demandé s'il avait entendu parler de la disparition de chasseurs de classe, mais Hojo avait l'air confus. Alors qu'ils se battaient, Ko a dit que des chasseurs avaient disparu avant le déploiement, et Hojo a demandé si un vampire déguisé était derrière cela, mais elle pensait que de faibles vampires étaient derrière cela. Bientôt, ils ont rappelé à Aki d'être prudente et cela l'a intriguée. Ils ont donc expliqué qu'elle était trop gentille et ne voulait pas qu'elle offre du sang aux vampires si facilement. Aki a alors crié qu'elle ne ferait jamais cela, mais des vampires sont soudainement apparus derrière elle. Elle les attaqua donc rapidement avec sa grande épée. Après, elle déclara qu'elle-même ne pouvait tolérer les vampires. Impressionnée, Mifu et Q louèrent sa force tandis que Hojo nota ses progrès, mais elle leur dit juste de se dépêcher. Plus tard, à l'installation, Hojo et les autres commencèrent à planifier de faire de la soupe quand quelqu'un appela Aki. La voyant s'approcher, Ron la félicita et elle demanda des nouvelles de son escouade. Il dit donc qu'une sirène s'était déclenchée et qu'ils étaient partis pour une autre mission. À cause de cela, on lui a dit de rester en patrouille, mais il a trouvé plusieurs chasseurs de classe effondrés. Comprenant l'urgence, elle prévoyait de rappeler son escouade et demanda à Ron de la conduire sur les lieux. Alors, sans hésitation, Ron l'Y conduisit. Au même moment, Hojo remarqua l'alarme qui sonnait dans toute l'installation. Se sentant mal à l'aise, il alla immédiatement chercher Aki. Pendant ce temps, Sedo dit que les sirènes quotidiennes commençaient à paraître suspectes. En entendant cela, Yuki demanda si rester était correct, mais Sedo dit que c'était bon car quelque chose se passait clairement. Cependant, il s'arrêta soudainement lorsqu'il perçut une étrange odeur. Regardant devant, il vit Hojo immobile près d'une porte. Sato lui demanda alors ce qui n'allait pas. Cependant, une faible voix venant de l'intérieur appela Hojo, son frère. Là, ils virent le corps d'Aki se faire dévorer par des vampires. Malgré son état, elle réussit à murmurer faiblement de brûler le capitaine. En conséquence, Hojo et Sato se figèrent sous le choc. À ce moment-là, Ran commença à dire qu'Aki avait vraiment été une bonne humaine, tellement bonne qu'elle était pratique pour eux. Il se moqua également d'elle pour être venue sans renfort, mais admit qu'il était impressionné qu'elle ait tué 50 vampires dans le noir. Alors que Hojo était encore sous le choc, la forme de Ron commença à changer. Il imita ensuite parfaitement l'apparence de Hojo et révéla qu'il était doué pour la transformation. Alors Aki se figea quand il imita le visage de son frère, et cela rendit l'expression de Hojo sombre de fureur. Sans hésitation, il attaqua les vampires environnants. Au même moment, Ron fut pris dans l'assaut. Immédiatement, il attrapa Ron par son col, mais Ron se transforma en Aki et le supplia doucement de s'arrêter. Voyant cela, Hojo hésita. À cet instant, Ron étendit sa main et traita Hojo de vraiment idiot. Utilisant ses ongles pointus, il plongea dans l'œil de Hojo et du sang éclaboussa le sol. Voyant cela, Sato intervint immédiatement en traitant Ron d'ordure, tandis que Yuki se précipita pour aider Hojo. Les ignorants, Ron prit le globe oculaire de Hojo et le plaça dans sa bouche. Après l'avoir mâché, il commenta que le goût était en effet différent. Sur ce, il dit que sa faim était satisfaite et que l'effort avait été divertissant, bien qu'il ait trouvé le goût d'Aki décevant, ce qui enragea davantage Hojo. Ignorant cela, Ron invoqua ses chauves-souris et dit qu'il mangerait Hojo la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. De retour dans le présent, Hojo faisait face à Ron une fois de plus. Laurence lui ordonna alors de surveiller sa langue et demanda s'ils s'étaient déjà rencontrés. Hojo vit alors que Laurence ne se souvenait pas, et dit froidement qu'il ne s'attendait jamais à rien des vampires. Sur ce, il l'attaqua en envoyant une vague d'eau. En raison de l'impact, Laurence paniqua alors que l'eau s'enroulait autour de lui. Le regardant se débattre, Hojo dit que toute vie a besoin d'eau, mais que les vampires la craignent. Sur ce, il jura de tuer Laurence lentement en le noyant dans le désespoir. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.